les travailleurs. Déchets nucléaires, aucune solution dans le monde encore pour des déchets qui vont durer pendant des millions d'années. Des millions d'années. La demi-vie de l'uranium-238, c'est 710 millions d'années. Risque d'accident, on pense que ça arrive seulement à Fukushima. On est sur une faille ici aussi et il y a des tremblements de terre d'une échelle de 5. Les derniers, c'était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a des tremblements de terre. Et en fait, il ne faut pas paniquer, mais les questions de terrorisme et compagnie, en fait, le National Health Science aux États-Unis a récemment avisé le gouvernement que, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais les déchets nucléaires sont situés à côté des centrales nucléaires et si un avion tombait là-dessus ou si un groupe terroriste voulait envoyer n'importe quoi là-dessus, vous auriez une catastrophe possiblement telle que celle de Tchernobyl ou Three Mile Island. Donc, on vit à côté de bombes à retardement. Le Candu a un problème majeur de conception, mais on n'embarquera pas aujourd'hui. Les coûts sont absolument incroyables. Et toute la question de l'acceptabilité sociale. Nous, on pense qu'on devrait avoir une réflexion sur les questions d'énergie au Québec avant de s'embarquer dans un projet ou dans l'autre. Vous savez peut-être qu'au Québec, ça, ces petits moutons-là ne sont pas au Québec, mais vous savez peut-être qu'au Québec, c'est une mine d'or en énergie éolienne. On est dans un des endroits dans le monde où les vents sont les plus forts et les plus constants. On pourrait produire toute l'électricité dont on a besoin au Québec simplement avec des parcs d'éoliennes. Et récemment, lors des enquêtes du BAP sur la Romaine, qui est la dernière grande erreur d'Hydro-Québec, il y a des anciens ingénieurs d'Hydro-Québec qui ont proposé, plutôt que de faire la Romaine, de faire un champ d'éoliennes, et lequel champ d'éoliennes a une superficie d'à peu près le 20e de tout le territoire qui va être occupé par la Romaine et fournit plus d'énergie que la centrale elle-même. Alors, ça vous montre un tout petit peu, bien évidemment, qu'elles peuvent être offshore. Bon, un autre des conceptions qui sont erronées, des fois, les gens pensent que l'énergie solaire n'est possible que dans les endroits où il y a du soleil. Vous allez vous dire, ça a l'air prévisible, ça a l'air normal, soit en Espagne, soit en Amérique du Sud ou ailleurs. Mais non, en Allemagne, on est béni des dieux, c'est ce que je voulais vous dire ici, c'était mon petit punch. Mais en Allemagne, maintenant, on fournit plus d'énergie en panneaux solaires photovoltaïques que toute l'énergie nucléaire du Japon. Avant, Fukushima pouvait en fournir. Donc maintenant, les panneaux solaires photovoltaïques sont intelligents et vous pouvez vivre à l'ombre et avoir suffisamment de soleil pour générer de l'énergie. On est encore ici dans un endroit favorisé. Il y a toute une réflexion en énergie aussi, sur laquelle on travaille en ce moment, c'est la réflexion sur les smart grids. Nous, on est habitués ici, bon, l'électricité, ça vient du Nord, c'est les gros barrages, c'est les grosses centrales électriques. De plus en plus dans le monde, on parle en termes de fourniture d'énergie décentralisée avec des fermes d'éoliennes, des champs de panneaux solaires, des parties de villes complètement intégrées en géothermie. Et ces petits réseaux-là sont complémentaires. Et il y a des choses absolument fascinantes qui se font, entre autres en Europe du Nord, où vous avez vos électroménagers qui sont branchés sur des ordinateurs et donc qui sont intelligents. Et quand le vent est fort, le coût de l'électricité est modulé d'heure en heure. Pas comme ici, d'heure en heure. Quand le vent est fort, le coût de l'électricité baisse, l'ordinateur enregistre ça, le lave-vaisselle part. Quand le vent diminue, le coût de l'électricité monte, le lave-vaisselle arrête. Alors, tous les appareils électroménagers sont des appareils intelligents dans des réseaux intelligents et la consommation d'énergie est nettement moindre que nous, qui sommes les pires gaspilleurs d'énergie et d'eau de la planète. Bon, un petit mot sur les transports. Depuis ce temps-là, je me sens coupable à chaque fois que je prends l'avion. J'essaie de ne plus prendre l'avion, honnêtement. Vous êtes dans un avion plein, à 70% plein. Vous générez 64 kg de CO2 dans l'atmosphère. Vous êtes en auto individuelle, 37. Vous êtes en train, regardez. Alors maintenant, quand vous allez à Boston ou à Toronto, vous y allez en train, vous n'y allez pas en avion. Vous êtes en autobus, regardez ce que vous générez. Vous êtes à vélo, évidemment, vous n'en générez pas du tout. Alors, regardez à quel point l'automobile est quelque chose d'insensé comme système. Alors, vous avez 100% de l'énergie et regardez, il y a moins de 1% de l'énergie que vous consommez qui va servir à votre déplacement personnel. C'est à peu près ce qu'il y a de plus insensé comme outil qu'on a pu concevoir. On s'en va de plus en plus vers les smart grids énergétiques avec les autos branchées, mais je pense qu'il est très important de faire la promotion aussi du transport en commun. Cet autobus-là remplace combien des autos qui sont là, vous pensez? Si vous avez une moyenne de 1,5 personnes par auto, la moitié des autos qui sont là-dedans rentrent dans un autobus. Des passagers qui sont dans les autos. Alors, ça vous montre un peu à quel point on devrait aller de façon très, très énergique vers le transport en commun.
Ça a été une des dernières grandes gaffes du ministère des Transports du Québec, une conception d'un échangeur tel qu'il la concevait il y a 50 ans. Et grâce aux pressions populaires, et on a été très actifs là-dedans, on a réussi à bloquer le premier projet Turcot qui était complètement insensé, et on va essayer de moduler le deuxième projet Turcot qui est à peine meilleur que le premier. L'idée étant de fournir avec l'automobile individuelle dont on ne pourra pas se débarrasser complètement, une gamme de transports en commun et de transports actifs dans cet axe-là, conserver un parc, conserver un biotope qui est important à la base de la falaise, dont je ne me rappelle plus le nom, la falaise d'échangeur Turcot. Un mot sur le bâtiment parce que ça nous inquiète et ça nous préoccupe. Évidemment, ça, tout le monde a entendu parler de la fameuse bâtisse du développement durable d'Équiterre et compagnie, Greenpeace, la Fondation Suzuki. Mais de plus en plus, quand vous rénovez, quand vous concevez des maisons, vous allez devoir concevoir des maisons intelligentes. Et moi, je peux vous parler très personnellement parce qu'on s'est fait construire une maison solaire et géothermique qui ne consomme rien à peu près. Notre facture d'électricité, et nous, on est chauffé et refroidi, la géothermie climatise et réchauffe. Notre facture annuelle d'électricité est à peu près de 1 000 $ pour toute la consommation énergétique. Alors, c'est vraiment impressionnant. Quand on s'y met, bien évidemment, ça, c'est pour les gens qui ont déjà vu, je pense, c'est Vauban, ça, en Allemagne. Il y a des quartiers complets maintenant qui ont été rénovés avec soit des panneaux solaires, des systèmes géothermiques intégrés. La géothermie, c'est à peu près inconnu en Amérique du Nord. En Europe, c'est des pans de villes entières qui sont en géothermie. Là, vous savez, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le principe, c'est des tuyaux qui vont très profondément dans le sol, qui bénéficient de la température constante du sol, qui est à peu près, grosso modo, disons à 10 degrés Celsius, et ça, vous réchauffez vos planchers ou votre air avec ce 10 degrés Celsius-là. Vous climatisez, vous rafraîchissez vos maisons l'été et vous réchauffez vos maisons l'hiver. Vous avez besoin d'un peu d'énergie pour juste monter la température un petit peu plus que 10 degrés Celsius, mais à la base, ça ne pollue pas. Et là, on ne voit pas très, très bien, c'est en Suède, si je me rappelle bien. Donc, c'est tout un nouveau quartier qui est complètement autonome au niveau énergétique avec des systèmes encore solaires et géothermie intégrés. Alors, ce que je veux vous convaincre, non seulement c'est que le virage est amorcé, il ne l'est pas beaucoup ici, mais qui pensait marcher à Times Square il y a 10 ans comme ça? On était à Times Square, puis ça puait la pollution, on ne pouvait pas avancer. Maintenant, Times Square, c'est un coin presque sympathique. Bien, mes ados, ils adorent ça, là, évidemment. Moi, je déteste ça, mais enfin, c'est sympathique maintenant de marcher à Times Square. Bon, les annonces. La cartographie des déchets, qu'est-ce que c'est? C'est voir quels sont vos déchets dans l'hôpital, où ils vont exactement, quel en est le volume. Maintenant, c'est terminé. Donc, on sait exactement, bon, pas très précisément, je pense, quel est le volume de déchets, quels sont les types de déchets générés. La récupération du carton papier, grosso modo, est au-dessus de 90 %, donc c'est ce qui est très, très bien. Et dès l'automne 2011, on devrait pouvoir commencer à séparer tous les déchets à la grandeur de l'hôpital et que tout puisse être recyclé de façon adéquate. Et M. Castonguay a eu la brillante idée que je vais vous montrer tantôt du petit train du recyclage dans lequel on va vous inviter à embarquer. Un projet pilote de récupération des plastiques. Si tout va bien, on va faire ça dans 2 semaines. On va aller aux soins intensifs à l'urgence en hémodialyse, ramasser tous les plastiques. Il y a une compagnie qui est intéressée à prendre ces plastiques-là, les fondre, en faire des tuiles à plancher. Donc, finalement, les plastiques de soluté, les plastiques d'hémodialyse pourraient servir à faire des matériaux, d'autres types de matériaux. Donc, on cesserait de jeter ces plastiques-là. Et si ça fonctionne, bien, c'est une première au Québec et je pense qu'on serait le 3e hôpital au Canada à faire des choses comme ça. Donc, vous allez voir ça très bientôt. Il y a un guide des événements éco-responsables qui est terminé ou presque terminé. Donc, quand vous allez organiser des rencontres, des conférences, des choses comme ça, on va vous inviter à utiliser le guide des événements éco-responsables pour être sûr de le faire de la façon la plus écologique possible. Il y a un défi collectif dont je pense que Marie-Josée va vous parler, le défi collectif Tasse-toi qui vise à bannir les tasses de styromousse de l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose sur quoi on veut travailler, abolir la vaisselle en plastique de la cafétéria, sensibiliser les gens au covoiturage. On est dans le court terme, on va sauter dans le train vert. Je pense qu'on va essayer de le peindre d'une façon frappante pour que les gens puissent réaliser l'importance de la chose.